Bonjour. Est-ce que ça va bien déjà? Ok, cool. On va parler post-production, montage. Je vais vous expliquer vite fait. Je ne vais pas vous apprendre à monter parce que c'est difficile. Enfin, il faut plus tester, faire plein de petits montages pour apprendre au fur et à mesure ce genre de logique. Plus vous apprendre à vous organiser parce que ça c'est très important. Mais différentes ressources, on avait commencé à en parler hier. Et comment finaliser sa vidéo, étalonnage, mixage avec Karash qui va vous faire une belle démo et vos petites questions. Alors, on commence sur le montage, comment organiser tous ces trucs. C'est un truc que je ne faisais pas du tout au début, mais j'ai appris à le faire parce qu'en fait, à force, on va beaucoup plus vite. En fait, c'est le genre de truc qui est un peu chiant au début parce qu'il faut bien s'organiser, mais après, c'est un modèle. Alors, après, chacun son modèle, mais ça, je sais que c'est un modèle que je copie-colle à chaque nouveau projet. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite, d'être organisé. Et aussi, dès que je fais un autre montage et que je me dis, j'ai bien aimé ce bruitage sur une vidéo précédente, je peux le retrouver facilement. Donc, essayez de vous organiser. Moi, je fais une organisation comme ça, mais après, vous faites ce que vous voulez. En gros, dans les exports, je vais sortir tous les exports. Les FX, c'est les projets et les exports des projets. Toutes les musiques, les projets, Premiere, Final Cut, tout ce que vous voulez. Les ressources, ça va être les musiques, ça va être les photos, tout ce que vous voulez. Les rushs, ça va être tout ce qui est rush vidéo, rush son. Et les sound effects, c'est les bruitages en plus. De la même manière, j'organise mon projet au sein même de Premiere ou de Final Cut, etc. Mon workflow. Le workflow, c'est le process de montage. La première étape, c'est donc qu'on se fait comme on en parlait hier, une séquence où on va synchroniser le son avec la vidéo. Donc après, de différentes manières, si vous avez le clap, si vous avez la forme audio, le timecode, etc. Ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a ça, on a une séquence synchro, on la garde, on la duplique et on va appeler cette séquence dérush. Et le dérush, en gros, moi, ce que je fais, c'est donc je mets tout ce que j'ai synchronisé sur une seule ligne. Ensuite, je les sépare par petits groupes pour avoir toutes mes scènes. Et ensuite, je dérush. Dérusher, ça veut dire choisir la meilleure prise. Et en fait, ce que je fais, c'est qu'en gros, je regarde toutes les prises à la suite de la même séquence. Et celle que j'aime bien, je la prends et je la mets sur la deuxième ligne. Comme ça, très vite, je peux voir que sur ma deuxième ligne, j'ai tout ce que j'aime, mais je garde quand même tout ce qui est en dessous. Comme ça, au moins, si avec du recul, quand je commence à monter, je me rends compte que cette prise-là, finalement, elle ne va pas avec celle-ci, je peux très vite me rattraper. Une fois qu'on a ça, je duplique cette séquence. Pareil, je duplique tout le temps parce que j'aime bien revenir en arrière, avoir la possibilité de revenir en arrière. Et je me fais donc avec cette séquence mon premier montage. Et en fait, le premier montage, ce que je fais, c'est que je supprime tout ce qui est en dessous, toute la ligne 1, et je garde que ce qu'il y a au-dessus. Et ce qu'il y a au-dessus, après, je le mets en ligne 1, je supprime tous les trous entre, et j'ai ce qu'on appelle un ours. C'est-à-dire que j'ai à peu près sans montage, sans musique, etc. J'ai juste tous les plans qui se suivent. Ça permet d'avoir une première visibilité sur ce qu'on a fait. Mes ressources. Premier truc très très important, je passe souvent beaucoup plus de temps à chercher la musique qu'à monter la séquence. C'est pas grave si vous passez beaucoup de temps à la chercher, que ce soit sur les sites, je vais vous en parler après, juste là. Moi j'utilise principalement Audio Network, mais je sais que pour les musiques un peu plus récentes, un peu plus modernes, type trap, gros électro, etc., ou future bass, Audio Jungle en a pas mal. Audio Network, il y a beaucoup d'orchestral, et ce qui est intéressant aussi, je crois que c'est le cas aussi sur Audio Jungle, c'est que Audio Network, il y a différentes versions. Il y a la version entière, une version de 60 secondes, une version de 30 secondes, une version avec juste les percussions, une version… Enfin, comme ça, vous pouvez vraiment tout télécharger et avoir tout ce que vous voulez. Les ressources de bruitage. Il y a plein de banques de sons un peu partout. La BBC Sound Effects, c'est un truc, je crois qu'il y a 16 000 bruitages qui sont disponibles. Un petit moteur de recherche, on trouve. Donc BBC, Video Copilot, il y a plein de packs. Universal Soundbank, c'est gratuit. Les ressources FX, il y a plein de… Ce qui est bien, alors, les vidéos Hive, par exemple, ce qui est vachement bien, c'est que c'est des projets After Effects qui sont tout faits. Où il y a juste, par exemple, pour des génériques de fin, pour certains effets, vous avez juste à changer le titre. Donc même si vous ne connaissez pas After Effects, si vous connaissez juste la base d'After Effects, c'est-à-dire ouvrir un projet et faire un export, vous pouvez télécharger des projets tout faits. Et ça, moi, ça m'a sauvé quelquefois pour des génériques qui sont un peu classe quand même, des vieux génériques type d'histoire, des génériques un peu d'action, etc. Si vous n'avez pas de connaissances sur After, ça peut vous servir. Lens Distortion, c'est des packs juste de flares sur fond noir, donc ça peut rajouter des flares sur vos vidéos. Il y a aussi des sons, il y a pas mal de choses dessus. Et Video Copilot, c'est un peu le master des tutos After Effects, si vous parlez anglais. Et sinon, il y a pas mal de packs de sons, de FX dessus qui sont disponibles, que vous pouvez récupérer, etc. Comme ce genre de choses, par exemple. Mais ça, c'est pour les trucs d'action. Sur Video Copilot, il y a des packs comme ça où il y a il y a des explosions, il y a du sang, il y a des tirs de mitraillettes, du verre qui se brise. C'est des trucs qui sont tout faits, c'est trop pratique quand on n'y connaît rien, ça évite de
remodéliser en 3D de la fumée ou des conneries comme ça, tout est déjà fait. Mes ressources stockshot, on en parlait hier, les stockshots, c'est donc les plans d'exposition pour tricher en mode on va avoir un plan aérien de Londres, un plan d'un hélicoptère ou ce genre de choses. Le site que j'utilise principalement, c'est Pond5 parce que c'est de particulier à particulier. C'est-à-dire que moi-même, si je fais un plan à Londres au drone, je peux le balancer sur ce site et le vendre. Il y a aussi Adobe Stock que j'utilise moins mais que j'ai commencé à checker et Video Hive aussi, il y a pas mal de stock. Finaliser sa vidéo. Étalonnage, hier j'en parlais, je vous conseillais au maximum de filmer en log parce que du coup derrière on peut avoir plein de… Moi j'utilise en fait, enfin j'utilisais, parce que maintenant je travaille carrément avec un étalonneur, c'est carrément plus pratique, mais quand on débute, au début je commençais avec le plugin Magic Bullet Looks qui marche sur Final Cut, qui marche sur Premiere, etc. Et c'est trop pratique parce que c'est juste un petit plugin qu'on rajoute, qu'on place et après sur notre image on a plein d'exemples, de trucs tout faits et on peut les retoucher. Donc quand on n'y connaît rien en étalo, c'est super pratique. La deuxième option, c'est les luttes. C'est de la même manière, c'est donc souvent quand on tourne en log, etc. Là, c'est un peu comme des presets sur Photoshop ou sur Lightroom. Donc c'est un peu le même genre. C'est juste deux façons différentes de faire, mais c'est très pratique aussi quand on n'y connaît rien parce que du coup, on a déjà un look qui est très cool. On peut les tester tous sur notre image et après on les ajuste. On change l'intensité, on change tous ces trucs. Donc c'est assez pratique. Le mixage, ce sera avec notre ami Karash. Donc là, je vais lui laisser plus de temps pour vous expliquer plein de trucs. Pas de soucis. Ça va bien depuis hier? Cool. Bah moi aussi, merci. Gentil. Ok, donc moi je vais vous parler de la post-prod au son. Donc on dit mixage, mais il y a plein d'autres étapes avant le mixage. Pour ce qui est du matériel, on va avoir besoin d'une carte son, d'un software, d'un système d'écoute et de micro si vous voulez enregistrer des voix. Donc la carte son, c'est ce que je vous ai expliqué hier. En fait, c'est l'interface entre l'analogique et le numérique. C'est ce qui va convertir votre signal audio, qui est un signal électrique, en signal numérique pour passer sur l'ordi et inversement. Typiquement, en fait, ça va servir, là j'en ai une juste ici, ça va servir à brancher des micros. En fait, ça remplace la carte son de votre ordinateur, tout simplement. Elle va juste vous servir à brancher des micros et à sortir sur des enceintes que vous avez ici ou sur un casque pour écouter. Pour ce qui est des softwares, donc c'est logiciels audio. En gros, les logiciels audio, Pro Tools par exemple, c'est vraiment le logiciel qu'on utilise en audiovisuel. C'est assez complexe et c'est pas du tout intuitif, donc ça demande vraiment une formation poussée pour savoir l'utiliser. Donc tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, en fait, vous pouvez l'appliquer à votre logiciel de montage vidéo, comme Premiere ou Final Cut, etc. Pour ce qui est des écoutes, on va travailler sur des enceintes qu'on appelle des enceintes de monitoring ou des casques de monitoring. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement des enceintes qui vont être les plus neutres possibles. Lorsque vous écoutez sur des systèmes hi-fi, comme cette enceinte qui a juste ici, le but, ça va être de rendre le son le plus joli possible. Donc en fait, le système d'écoute va être assez flatteur. Nous, quand on travaille, on va avoir besoin d'un casque ou d'enceinte qui vont être très neutres au niveau des fréquences. Je vous ai parlé hier, les basses, les aigus. Il faut qu'en fait la courbe soit la plus plate possible pour pas qu'on soit influencé en fait au niveau des basses, au niveau des aigus, etc. Pour les micros, lorsque vous enregistrez des voix ou de la post-synchro, on va le voir après, on utilise donc des micros électrostatiques ou dynamiques, comme je vous parlais hier, en fonction de la sensibilité. La question qu'on va se poser avant de faire un mix, ou même avant de faire un tournage, mais avant de faire la post-prod son en général, c'est sur quel format de diffusion on va diffuser, on va écouter. Comme je vous parlais hier, donc il y a la stéréo qui va être composée de deux canaux. Il ne faut pas confondre les canaux, un canal et une enceinte, c'est pas la même chose. Là, typiquement, vous avez une stéréo gauche-droite, donc deux canaux. Et vous pouvez avoir 3 enceintes à gauche, 3 enceintes à droite, ça vous fera 6 enceintes, mais ça vous fera toujours 2 canaux. Donc la stéréo, c'est vraiment composé de 2 enceintes. Ensuite, on a le multicanal qui va être surtout utilisé au cinéma. Donc 5.1, on va garder la stéréo, on va ajouter une enceinte au centre pour avoir uniquement la voix, un peu d'ambiance aussi. 2 enceintes à l'arrière. Et le point 1, ça va correspondre à un caisson de basse. Je crois que voilà, j'ai un petit schéma juste ici. Enfin, c'est même du 6.1 là parce qu'on a une enceinte centre à l'arrière. Voilà, donc ça c'est pour le 5.1. Et après on a plein de déclinaisons, on a le 7.1, le 9.1 et on a maintenant depuis quelques années l'Atmos. Ça va être ce qu'on appelle un peu le son 3D parce qu'au lieu d'avoir 5 enceintes, on aurait carrément avoir 64 canaux, des enceintes qui vont être aussi au-dessus de vous pour vraiment que vous ayez l'impression d'être immergé dans la salle. Voilà pour ce qui est du format de diffusion et je vous parle vite fait du binaural. En fait c'est un système qui est un peu particulier. Ça se fait avec ce genre de micro un peu chelou.
qui est en fait une tête de mannequin tout simplement. On a des micros dans les oreilles et en fait c'est fait vraiment pour écouter au casque et ça donne l'impression d'avoir vraiment d'avoir un son 3D. On a vraiment l'impression qu'il y a des gens qui passent derrière et tout. Ça se joue un petit peu sur des effets de psychoacoustiques, donc c'est assez intéressant. On commence en général la post-prod son avec le montage son, qui est en fait le montage de tous les bruitages, des directs. Les directs, c'est donc les prises de son qu'on a fait sur le tournage. Donc en fait, le monteur son reçoit du monteur ce qu'on appelle un AF ou un OMF. C'est un format qui va regrouper toutes les pistes que le monteur a utilisées. On importe tout ça dans un logiciel de son. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc la logique en général, tout le monde utilise à peu près la même chose, c'est d'abord les voix. Donc tout ce que vous avez en bleu et vert, toutes les pistes bleues et vertes ici, ça va être toutes les voix, les prises directes qu'on a nettoyées, etc. Ensuite en orange ici, vous avez toutes les ambiances, en stéréo du coup. En violet, tous les bruitages. Et enfin les pistes bleues ici qui vont être les musiques. On va commencer par d'abord monter les directs. Donc on récupère les prises que l'ingé son a enregistrées sur le tournage et on va les nettoyer au maximum, organiser les perches, etc. Donc vous voyez ici, je vais agrandir un petit peu. Donc comme je vous le disais hier, l'ingé son enregistre avec une perche et avec des HF. On va essayer de nettoyer tout ça, organiser tout ça. En général, les HF, on va uniquement garder la voix, donc on va vraiment couper tout ce qu'il y a entre les paroles. Toutes les rues de Paris. On sait qu'un certain Yakitori, c'est un des chefs de la mafia japonaise Yakuza, il est lié à l'affaire. Voilà, là on écoute le HF. Vous voyez ce que je vous disais quand c'est un son qui n'est pas très naturel, qui est assez étouffé, qui est très proche, qui manque d'air. Et lorsqu'on va écouter la perche, logiquement, on va avoir quelque chose de plus joli. Comme vous le savez, les nouvelles drogues qui s'écoulent dans toutes les rues de Paris. On sait qu'un certain Yakitori, c'est un des chefs de la mafia japonaise Yakuza, il est... Voilà, donc en fait on va d'abord travailler tous ces directs-là. Le but est dans une même séquence, c'est aussi de ne pas qu'on sente les changements de plan. Donc typiquement vous avez des chants contre chants. Vous avez forcément des sons, des ambiances différentes parce qu'on ne les a pas tournés au même moment. S'il faut, on a tourné tous les chants le matin et tous les contre-chants l'après-midi. Donc, vous pouvez avoir une soufflerie qui n'était pas là le matin, une ambiance un peu de voiture au loin qui n'était pas là le matin également. Et le but, c'est qu'en fait, on ne sente pas sous ces changements de plan à l'image. Ensuite, on va voir le montage des ambiances. Une fois qu'on a monté les directs, on va rajouter tout ce qu'on appelle les ambiances. Donc, moi, c'est ce que j'ai sur mes pistes orange ici. Et ça va nous servir à encore plus lisser ces mêmes séquences et à créer en fait une ambiance qui est hyper importante au final dans le film. Et enfin, lorsqu'on on a mis toutes nos ambiances, on peut s'attaquer vraiment au bruitage. Et là, intérêt, donc soit on peut utiliser les bruitages que l'ingé son a enregistrés en son seul sur le tournage, donc vous avez enregistré en son seul sur le tournage, soit vous allez piocher, comme le doigt vous dit, dans des banques de sons. Je vais vous faire écouter. Voilà, donc là on a une scène pas bruitée. Vous avez un petit peu la réverb des bruitages, mais bon voilà. Maintenant je vais vous faire écouter la même scène en ajoutant les bruitages et les FX. Voilà, donc on a une belle différence. Donc il faut savoir que c'est un travail aussi du monteur et du monteur son. Hein. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie sur... Il y a des monteurs qui vont aimer bruiter énormément eux-mêmes et du coup qui vont laisser une bonne base pour le monteur son. Et après il y a des monteurs qui n'aiment pas du tout bruiter et qui vont laisser vraiment la session telle quelle et c'est au monteur son de tout faire. Voilà pour ce qui est du montage. La post-synchro. Donc on a un peu parlé hier. Quand est-ce qu'on fait de la post-synchro Donc on l'a rapidement dit. En gros, on en fait lorsqu'on a un problème technique ou lorsque le réal n'est pas forcément content des intentions ou tout simplement parce qu'après le montage, il a voulu changer un peu la scène et on va changer un peu d'intention au niveau de la comédie. Du coup, on fait revenir les comédiens en audit de post-synchro. On utilise généralement le même matériel qu'on a utilisé sur le tournage, donc le même micro-perche, les mêmes HF. Il y a même certains ingé sons qui vont prendre le même enregistreur pour vraiment avoir la même couleur des préamplis. Ce qu'on utilise pour faire la post-synchro, on utilise ce qu'on appelle une bande rythmo.
C'est-à-dire que vous avez votre image qui est là, vous avez en dessous une bande qui défile avec comédien 1, comédien 2, le dialogue qui est écrit au préalable, et la barre rouge que vous voyez tout à gauche, c'est qu'en fait c'est la synchro avec l'image. Donc en fait, les comédiens qui ont l'habitude de faire ça sont hyper bien calés, et dès qu'ils voient la barre rouge et le texte arriver, ils sont directement synchro avec l'image. Et en dernière étape vient du coup le mixage. Donc le mixage, comme disait Ludoc, c'est vraiment en même temps que l'étalonnage, c'est les 2 dernières étapes. Donc en général, les gens sont un peu excités, c'est la dernière étape du film. Le réal est hyper content parce qu'il voit son film se terminer. Donc la première question à se poser quand on va commencer l'étape de mixage, c'est de savoir sur quel support d'écoute et sur quelle plateforme de diffusion on va diffuser notre film. Il faut garder une logique en fait comme on parlait hier, en gros si vous voulez diffuser sur YouTube, il faut partir du principe que ça va être écouté au mieux sur un ordinateur avec des petites enceintes, enfin au mieux sur une télé, mais la plupart du temps sur un laptop, voire un smartphone dans une cour de récré. Donc vous voyez, en fait, il faut vraiment que tout le monde puisse entendre et écouter ce que vous avez à dire. Parce qu'au final, si vous perdez la majeure partie de votre public au bout de 20 secondes, parce que vos 3 premières répliques, on ne les entend pas sur le téléphone, bah, les gens ils passent une autre vidéo, c'est terminé, quoi. Donc quand on va diffuser pour Internet, on va essayer d'avoir le moins de dynamique possible, d'être assez compressé et de mettre les voix très fortes. Contrairement à un mix cinéma, on va mettre les voix moins fortes pour avoir une plus grande dynamique et avoir l'impression, lorsqu'on a typiquement la scène de fusillade tout à l'heure, que ça pète vraiment et que les voix soient quand même en dessous des coups de feu. Voilà, donc le support d'écoute, très important. Le traitement des voix, on l'a vu tout à l'heure un petit peu avec les Q, l'équaliseur. On utilise également ce qu'on appelle un compresseur. Donc c'est encore une fois le traitement dynamique, hein, ça va ramener les niveaux les moins forts aux niveaux les plus forts, vous l'avez compris. Donc voilà, EQ et compresseur sur les voix. Et la spatialisation, donc les 2 dimensions, je vous en parlais tout à l'heure, la stéréo gauche-droite et la profondeur, avant-arrière. Et on va vraiment servir de tout ça pour spatialiser les sons dans l'image, c'est hyper important. Peut-être vous faire écouter un exemple. Voilà, cette voiture, je ne sais pas si vous entendez bien la stéréo, moi je l'entends pas d'ici, hein, mais je ne sais pas si vous entendez gauche-droite, enfin droite-gauche plutôt. Et en fait, ce qu'on a fait, donc on a mis cette voiture qui passe déjà de droite à gauche, c'est ça. Et en fait, vous voyez, on est juste là, parce que je ne connais pas ce clavier, ouais. Donc là, on est dos à l'actrice, la comédienne, et ensuite, le plan d'après, on passe face à elle. Donc en fait, la voiture qui est passée à gauche, au final, elle va passer du coup à droite, elle est à droite de nous. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une automation de panoramique, on a inversé la gauche et la droite, pile au changement de plan. Et je ne sais pas si on entend bien, moi je suis très mal placé, mais en gros, lorsque vous écoutez le son, on a vraiment un changement de panoramique. Donc voilà, ça c'est important de travailler le son, la spatialisation du son. Tout ça, en fait, ça va rendre votre film encore plus réaliste et ça va aider vraiment à placer chaque élément dans l'espace, dans l'image. Le travail du mixeur, c'est aussi de travailler sur l'inconscient du spectateur. C'est un truc qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais on le ressent. Et c'est un truc super important au son, c'est l'inconscient du... Il ne sait pas ce qui s'est passé, mais il l'a ressenti et il est beaucoup plus c'est beaucoup plus immersif. Ouais, c'est hyper important, ça va changer beaucoup en qualité et en gamme. Voilà, pour le mixage. Les voix off, matériel qu'on utilise. Donc un micro, le mieux. Électrostatique ou dynamique, comme je vous disais tout à l'heure, électrostatique étant mieux au niveau de la qualité. Un préampli, ce qui va être en fait, ça va être dans l'entrée de votre carte son, c'est ce qui va amplifier le signal. C'est-à-dire qu'un micro, c'est une capsule avec un signal électrique qui est très faible et du coup qui représentera. Donc le préampli est vraiment là pour amplifier le signal et qui soit converti en un signal beaucoup plus fort, qu'on puisse l'entendre. Un filtre anti-pop qui va en fait servir à enlever ce qu'on appelle les plosives. Tu sais, tous les P qu'on a hyper forts lorsqu'on est proche d'un micro, qui est hyper désagréable. Le filtre anti-pop va servir à ça. On a également une suspension et un pied de micro. Donc gérer l'acoustique, on vient d'en parler. Traiter une voix off, on va utiliser exactement les mêmes traitements que sur une prise de voix normale, hein. Les Q, le compresseur toujours. On peut ajouter ce qu'on appelle un DSR, c'est un compresseur mais qui est assez spécifique, c'est pour enlever ce qu'on appelle les S qui sont hyper désagréables parfois. Les micros ils sont très sensibles à ça, à cette fréquence-là qui est environ de 7000 Hz. Et en fait c'est un compresseur qui va travailler uniquement sur cette fréquence-là et qui va compresser tous les S qui sont très désagréables avec un micro. Voilà.
Du coup, j'avais une petite question, c'est est-ce que, à l'instar de l'étalonnage, tu vas faire différents masterings selon ton support de diffusion, c'est-à-dire un master par exemple comme en étalon en DCI-P3 pour le ciné, un en Rec 709 pour la télé, et du coup pareil, mais non mais je veux dire pareil pour le mixage son, c'est-à-dire avec un certain niveau Ouais, pour le web. absolument, c'est ça. En fait, on a en télé et en ciné, on a des normes qu'on doit respecter. En ciné, on a les normes Dolby qui équipent toutes les salles de cinéma pratiquement au niveau des systèmes d'écoute. En télé, on a du coup la norme R128 et sur Internet, on n'a pas de norme. La seule norme, c'est d'être aussi fort que tout le monde et tout le monde puisse vous entendre. Donc en général, on balance le plus possible, encore plus sur le web, pour qu'il y ait, encore une fois, garder l'attention du spectateur, que ce soit très dynamique et que ça envoie dès le début et qu'on n'ait pas envie de changer, quoi. Ouais. De manière générale, parce que là on est dans une situation particulière, mais il y a encore une semaine, je connaissais quasiment personne qui faisait des vidéos sur internet, un peu comme moi au niveau de la fiction. J'avais pas grand monde pour partager et faire. Comment vraiment vous faites pour, pas je dirais avoir des contacts, mais vraiment pouvoir vraiment en vivre quoi? Parce que je sais que tout le monde a un parcours différent, mais Attends, moi je vais me lever peut-être pour répondre aussi à des trucs avec toi. En fait, c'est plus, moi je peux parler de mon cas personnel. Ouais. Beaucoup de personnes viennent me voir en me demandant c'est quoi la formule secrète. Il n'y a pas de formule secrète. ouais, je sais. C'est que moi, quand j'ai commencé, on était très peu. C'est-à-dire comme ça qu'on s'est connus avec tous les gros créateurs que vous connaissez aujourd'hui. Moi, ma formule, ça a été beaucoup travailler, faire des vidéos sur le net, me faire repérer, monter ma boîte. Ouais. Et après, gagner des sous grâce à ma boîte. Et les sous que je récupérais grâce à ça, je les faisais dans les projets perso. Voilà, mais je pense qu'on a fini. Bah ouais, on a fini. Bah merci beaucoup. Merci pour l'attention.